Bien, on va passer à la deuxième communication sur les paragangliomes. Et on a invité Erik Hansen, qui est assistant professeur à Amsterdam, de nous parler de la prise en charge des paragangliomes en Hollande et la signification de la génétique pour la clinique. Le docteur Hansen a fait sa thèse de sciences sur la génétique des paragangliomes et va nous faire part de son expérience car il y a beaucoup de formes familiales en Hollande. Merci. Petit moment. Vous avez un truc ouais. C'est bon. Dans celui-là. Ouais. D'accord. Alors, petit moment. Oui, ça marche. Merci pour l'invitation de présenter en face de cette société renommée. Je suis très honoré. Et je voudrais aussi m'excuser pour mon français imparfait parce que j'espère que vous puissiez me pardonner des erreurs de langue. Aujourd'hui, je voudrais présenter la prise en charge des paragangliomes en Hollande. Moi, je suis centré à Amsterdam et aussi à Leiden, en Hollande. Je voudrais souligner la signification de la génétique pour la clinique. Cette présentation existe une introduction courte des paragangliomes et de la tumeur connexée, de la génétique des paragangliomes, des différents profils de risque de ces variantes génétiques et le rôle de la génétique dans le diagnostic et les décisions de traitement. C'est dit déjà, les paragangliomes sont des tumeurs rares qui émergent de la système paraganglion sympathique ou parasympathique. Ils sont des tumeurs très très vasculaires et ils sont surtout bénins. Ils grandissent lentement et ce sont des tumeurs neuroendocriniennes. Ça veut dire qu'ils peuvent sécréter des catécholamines, des noradrénaline, d'adrénaline et des dopamines. Le site de préférence, c'est le bulbe carotidien, mais on se trouve aussi dans le trajectoire du nerf vague, du dôme du golfe tubulaire et aussi dans le plus bas, vers le trachea et l'aorta. Ces tumeurs peuvent se produire aussi plus bas dans l'abdomen ils sont appelés phéochromocytomes et le phéochromocytome on peut envisager comme un paragangliome médullo-surrénalien. Il y a des autres paragangliomes dans l'abdomen, c'est le paragangliome d'organe de Zuckerkandl et aussi le paragangliome qui s'origine dans la chaîne sympathique. Là-bas. Ok. Aux Pays-Bas, il est connu depuis longtemps que beaucoup de patients ont des antécédents familiaux et qu'on peut même parler de véritables syndromes paragangliome héréditaires. C'est très suggestif d'une prédisposition génétique, mais pendant longtemps, il était incertain quel gène était à la base de ces syndromes. Les dernières années, on a assisté à une vraie explosion de notre connaissance de la génétique des paragangliomes. D'abord, on a découvert que les paragangliomes peuvent faire partie du syndrome de la neurofibromatose de type 1 et plus tard aussi d'une néoplasie endocrinienne multiple de type 2 et la maladie de von Hippel-Lindau. Le paragangliome comme partie de ce syndrome est assez rare. Les gènes responsables pour le véritable syndrome paragangliome héréditaire sont découverts à partir de l'an 2000. Ces syndromes sont causés par des gènes codant des sous-unités de la complexe succinate déshydrogénase, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC et SDHD. Mais
la connaissance de la génétique des paragangliomes ne s'arrête pas. Maintenant, on connaît une vingtaine de gènes différents qui peuvent chacun provoquer une formation de paragangliome. Pendant cette présentation, l'accent est mis sur les gènes qui sont liés à la succinate déshydrogénase, parce que c'est ceux qui sont responsables pour la plupart des paragangliomes de la base du crâne. En Hollande, il est estimé que 50 à 80% des patients qui ont des paragangliomes ont une forme héréditaire. Une grande majorité a une variante héréditaire liée à succinate déshydrogénase. La recherche à l'aide de centres où je travaille montre que ceci est certainement le cas pour les patients qui ont une histoire familiale positive. Dans ce groupe de patients, presque tout le monde a une variante génétique déterminable liée à succinate déshydrogénase. C'est frappant qu'aussi chez les patients sans antécédents familiaux, la plupart portent une variante héréditaire. Dans ce groupe aussi, c'est surtout une variante génétique liée à succinate déshydrogénase. C'est 56%. Vous pouvez vous demander quel est le point de cette connaissance génétique pour nous, les chirurgiens, dans la prise en charge d'un patient avec un paragangliome, parce que c'est vrai que tous ces gènes provoquent le même type de tumeur avec les mêmes caractéristiques histopathologiques. Le tableau clinique est quand même différent. Le tableau clinique du syndrome varie de gène par gène. Et les différents gènes responsables provoquent des différents profils de risque, et je voudrais vous parler de 3 types de risques. Le premier type de risque est ce qu'on parle pénétrance. La pénétrance est le risque pour la personne avec une mutation génétique de contracter une tumeur. Le risque de contracter une tumeur augmente avec l'âge et la pénétrance est dépendante du gène causal. Pour une recherche approfondie sur ce risque, l'enquête familiale est très utile parce que le dépistage de la famille et grand groupe des porteurs de mutations génétiques avec ou sans tumeur manifeste peuvent être détectés. Aux Pays-Bas, la recherche sur quelques très grandes familles de paragangliomes a révélé que le risque diffère beaucoup par gène causal. Voici le pédigré d'une famille avec une mutation du gène SDHD composée au plus que 200 personnes. Cette graphique montre le risque d'une tumeur et le risque est une fonction de l'âge. On peut voir que dans cette famille, le risque est très très élevé. Le risque d'une tumeur à l'âge de 50 ans est environ 60%. Le risque à vie sur le développement d'une ou plusieurs paragangliomes est estimé à 88%, 100%. Et cela vaut également pour les familles associées avec SDH-AF2. Par contre, en cas de SDHB, c'est tout à fait différent. Initialement, on pensait que le risque serait environ 88% comme en SDHD, mais le Marie Group a recherché une famille de 115 membres et le risque d'une tumeur à 50 ans est environ 9%. Le risque à vie de cette famille est environ 20% dans cette famille. Alors, la pénétrance d'une mutation SDHB est beaucoup plus faible qu'en SDHD. Et cette faible pénétrance comprend aussi SDHA et SDHC. Et le risque est si faible que pour un patient individuel, il est souvent pas du tout évident que la maladie est héréditaire et se produit dans sa famille. Alors, on parle d'une pénétrance très variable par gène causal. Le deuxième type de risque est la présentation phénotypique ou la manifestation clinique d'une mutation génétique particulière. Et je me concentre sur les aspects cycle de préférence, le risque de multicentricité, le risque du phéochromocytome et le risque de la maladie métastatique.
le site de prédilection pour presque toutes les formes associées avec succinate déshydrogénase, c'est le cou et la base du crâne, à l'exception de tumeurs associées avec SDHB. On voit la multicentricité souvent chez les tumeurs liées à SDHD et SDHAF2, beaucoup moins chez les tumeurs liées à HDHB et C, et jamais avec ceux liés avec HDHA. Le phéochromocytome est souvent partie de la syndrome associé avec SDHB et peut être aussi partie de la syndrome lié à D ou à A, mais on ne le voit pas avec SDHAF2. Le risque d'un paragangliome métastatique est surtout élevé dans les syndromes associés avec SDHB. En bref, les caractéristiques cliniques du syndrome diffèrent de gène par gène. Le troisième type de risque que je voudrais mentionner brièvement est le risque d'héritage de la maladie. Cela n'est pas pareil pour tous les gènes d'SDHD. Pour A, B et C, il s'agit d'une transmission autosomatique dominante. C'est une transmission normale. Ça veut dire que la progéniture a 50% de probabilité d'hériter le gène et le risque de la maladie associée. En cas de SDHD et AF2, il y a quelque chose d'étrange. La mutation est transmise par ligne maternelle ou paternelle, mais la maladie se manifeste uniquement si la mutation est d'origine paternelle. À cause de ça, la maladie peut sauter des générations. On peut voir ça, c'est là-bas. Et ça peut masquer qu'il s'agit d'une maladie héréditaire. Alors, aussi, le risque pour la famille dépend du gène. Toutes les mutations du gène SDH prédisposent pour le paragangliome, mais les caractéristiques de la clinique du syndrome associé sont quand même différentes, et différentes formes héréditaires pour différents risques pour les patients d'eux-mêmes et aussi pour leur famille. La conséquence de tout ça pour le bilan diagnostique est qu'en Hollande, on offre un conseil génétique et un test ADN à tous les patients avec un paragangliome de la base du crâne et du cou, dont l'histoire génétique n'est pas claire. Naturellement, ce test sera réalisé après consentement. On a écrit beaucoup sur les paramètres cliniques qui pourraient guider le diagnostic génétique, mais aujourd'hui en Hollande, on offre le même diagnostic génétique à tous les patients avec un paragangliome. On ne regarde pas l'âge du patient. Les patients jeunes ont un risque élevé d'avoir une prédisposition héréditaire, bien sûr, mais aussi les patients âgés peuvent bien porter une forme héréditaire. Également, on ne regarde pas au nombre de paragangliomes ou les antécédents familiaux. Avec l'avènement des nouvelles méthodes de diagnostic génétique, il n'est plus rentable de tester ciblé gène par gène. Et pour ça, nous offrons un test qui permet de tester 7-9 gènes simultanément. 7-9 gènes sont responsables pour la grande majorité des paragangliomes héréditaires. Si un paragangliome a été diagnostiqué, il y a 4 stratégies principales de traitement possibles: l'excésérèse chirurgicale, la radiothérapie, le traitement ciblé ou la surveillance. On a déjà parlé sur le traitement chirurgical et le traitement radiothérapeutique. Alors, je passe vite. L'avantage de l'excésérèse chirurgicale est l'excésérèse du tumeur, mais il y a des contres. Ce n'est pas toujours possible. Il y a un risque chirurgical pour déficit neurologique, pour hémorragie, pour régulation de tension artérielle, et multicentricité peut multiplier les risques. La deuxième stratégie, radiothérapie, a comme principal avantage qu'il n'en existe aucun risque chirurgical et le contrôle tumoral est quand même bien.
Les inconvénients sont que la tumeur n'est pas éliminée, mais elle reste en place et les plaintes provoquées par l'effet de masse ne sont pas résolues. En outre, il y a des effets secondaires à long terme, comme ostéoradionécrose et l'induction possible d'une tumeur maligne. Troisième thérapeutique est le traitement ciblé. Il y a plusieurs agents et le choix d'un agent particulier est largement déterminé par le gène causal. La quatrième stratégie, c'est la surveillance. La croissance de la tumeur est surveillée par l'imagerie et d'abord aucune action n'est entreprise. Les avantages sont qu'il ne présente pas le risque de la chirurgie, de la radiothérapie ou le traitement ciblé, mais évidemment la tumeur reste en place avec le potentiel de croissance ou de malignité, surtout dans les cas associés avec SDHB. Justification de cette dernière stratégie se repose sur le fait que la plupart des tumeurs sont bénignes et sur la connaissance du cours naturel des syndromes de paragangliome. D'abord, on regarde l'espérance de vie du porteur d'une mutation génétique SDHD. Dans cette étude de Van Hulstein, on a découvert que les porteurs d'une mutation SDHD ont une espérance de vie tout à fait comparable avec la population générale. Plus on regarde la progression des paragangliomes, plusieurs études ont démontré que sans traitement, il y a une partie des tumeurs qui grossissent, mais qu'il y a aussi des tumeurs qui ne grossissent pas, et même des tumeurs qui régressent. La partie des tumeurs qui régressent ou restent stables pendant des années est estimée entre 40 et 60%. Et si le tumeur grossit, la croissance est faible dans la grande majorité des cas. Le taux de croissance moyen est moins qu'un millimètre par an. Et la taille de la tumeur se double en 10 ou 14 ans environnement. Alors, la majorité des paragangliomes ne sont pas très progressifs. Ensuite, on regarde le risque de contracter des symptômes associés avec un paragangliome. Cette graphique est d'une étude dans les patients avec un paragangliome associé avec une mutation en SDH2. Il apparaît que pas tout le monde qui est porteur d'une tumeur reçoit également les plaintes, même s'il y a une tumeur progressive. Alors, je passe plus vite. Le choix d'une stratégie particulière est déterminé par beaucoup de facteurs. En Hollande, la stratégie thérapeutique est taillée sur mesure des patients individuels. Les décisions sont faites dans les centres universitaires spécialisés, dans un contexte multidisciplinaire, et le patient lui-même reçoit une voix de plus en plus importante. Les facteurs sont bien connus, mais nous voyons que la prédisposition génétique joue un rôle de plus en plus important dans la décision de traitement. En fait, la ligne directrice pour le choix du traitement n'existe pas, mais c'est quand même possible de donner une indication générale pour le choix du traitement de paragangliome de la base du crâne qu'on fait en Pays-Bas. La chirurgie est préférée dans les cas suivants. Le PGL confiné à l'oreille moyenne, le PGL fagal pas trop grand mais progressif, le PGL jugulotympanique avec des symptômes sévères, le PGL sécrétante et le PGL associé avec une mutation SDHB, parce qu'ils portent une phénotype plus sévère et un risque de malignité. La radiothérapie est principalement considérée quand la chirurgie n'est pas une option ou porte une forte probabilité de morbidité. Il s'agit d'une croissance évidente et des symptômes importants. Aujourd'hui, on voit que la combination d'une ablation partielle suivie par la radiothérapie est utilisée de plus en plus, surtout dans les paragangliomes jugulotympaniques. Maintenant, le traitement ciblé est principalement utilisé pour les paragangliomes métastatiques. Et aux Pays-Bas, la politique d'expectative est effectuée chez de nombreux patients, surtout au début. C'est particulièrement considéré avec des patients âgés, patients asymptomatiques, avec multiples tumeurs et tumeurs bilatérales.
et avec les variantes génétiques qui sont caractérisées par un phénotype pas très sévère, STH-AF2 ou lié à STHD. Alors, les points essentiels. Je suis désolé, mais je crois qu'il faudrait arriver à la conclusion. Oui. OK. Les points essentiels. J'ai déjà souligné. La majorité des patients de paragangliome ont une forme héréditaire, surtout associée avec STHD en Hollande, mais aussi en STHB. Et il y a des différences régionaux. Les formes génétiques différentes posent des risques différents pour la patiente, pour sa famille, mais aussi pour le médecin. Et la génétique joue un rôle important dans le diagnostic et les traitements. Et en Hollande, la surveillance est une option importante de traitement initial. Merci. Bien, nous allons demander à Laurent Samar qui s'occupe à la FEGP du centre référent des paragangliomes de mener la discussion. Merci beaucoup. Donc, les principaux messages, je pense, ont déjà été donnés. L'histoire se décline comme ça. Il y avait vraiment deux pathologies différentes. Il y avait les paragangliomes ORL qui étaient pris en charge par les chirurgiens ORL, les radiothérapeutes. Et puis, il y avait toutes les formes thoraco-abdominopelviennes qui étaient prises en charge généralement par des endocrinologues avec des chirurgiens. C'était des pathologies très distinctes et les mondes ne se mélangeaient pas vraiment, on ne communiquait pas. La génétique est arrivée et puis finalement, on s'est rendu compte dans les années 2000 avec effectivement la découverte des implications des mutations sur les gènes SDH que tout ça c'était la même pathologie et qu'un paragangliome qui soit situé au niveau jugulaire, au niveau du glomus carotidien ou bien alors en rétropéritonéal, c'était la même tumeur histologique, c'était le même risque génétique et que donc il fallait prendre en charge ces patients de la même façon et ensemble. Le nombre de gènes n'arrête pas d'augmenter, effectivement. Ce qu'on considère actuellement en France, c'est qu'il y a 40% de patients qui ont des formes familiales, si on prend les patients tout venant. Maintenant, si on prend un patient qui se présente avec un paragangliome ORL isolé, où on discute avec le patient, on n'a aucune notion d'histoire familiale. Finalement, on a quand même regardé en faisant un scanner thoraco-abdominopelvien ou bien alors une imagerie de médecine nucléaire s'il n'y avait pas quelque chose ailleurs, il n'y a rien ailleurs et maintenant on considère qu'il faut le faire systématiquement. On a fait un dosage hormonal de méthanéphrine, il n'y a pas de production de méthanéphrine, donc on part sur un paragangliome ORL isolé, on estime qu'il y a environ 20% des patients qui ont une forme familiale. Donc il faut dépister ces patients. L'autre chose qu'on a trouvé maintenant, c'est qu'on a 40% des patients où on retrouve une forme familiale et puis on a en plus 30% des patients pour lesquels il n'y a pas de forme familiale diagnostiquée, mais finalement quand on analyse la tumeur, on a quand même des mutations sur un des gènes connus, que ce soit le gène VHL, un des gènes SDH, etc. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on estime que les paragangliomes, c'est la tumeur qui a le plus de formes familiales parmi toutes les tumeurs connues. Donc l'autre chose qui est importante dans cette génétique, ça va être que, effectivement, comme l'a dit le docteur Hansen, ça va, dans les quelques formes malignes, nous orienter sur les traitements, puisque au jour d'aujourd'hui, en fonction des gènes qui sont impliqués, on va s'orienter vers des chimiothérapies et des prises en charge qui sont différentes pour les malades. En France, au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas, le docteur Hansen a l'air de dire qu'eux, ils peuvent, mais nous, on n'a généralement pas la réponse de la génétique quand on prend en charge le patient. Donc ça veut dire qu'il va falloir se poser la question d'une localisation ailleurs, se poser la question d'une sécrétion avant d'avoir la discussion sur la prise en charge thérapeutique de ces patients et qu'il va falloir absolument qu'ils soient vus par un généticien, que la question de la génétique se soit posée. Mais ça peut être fait en post-opératoire si on n'a pas éliminé le fait qu'il n'y avait pas une lésion ailleurs et notamment une lésion sécrétante, ce qui modifierait complètement soit la chirurgie ORL, soit l'ordre de la chirurgie, parce que généralement, quand on a un paragangliome qui sécrète et un paragangliome qui ne sécrète pas, on commence par opérer celui qui sécrète. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les différents points qui ont été abordés sur tous ces paragangliomes ORL ? Alors moi, je vais en avoir une pour le professeur Darrosé. J'ai les questions et les réponses. Du coup, le docteur Hansen dit finalement, il y a bon nombre de patients qui ne vont pas progresser jamais.
Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas une attitude systématique quand on découvre un paragangliome ORL de dire très bien, je vais faire une imagerie dans 6 mois, 1 an, et je vais voir si mon patient évolue ou pas, et en fonction de ça, je vais réfléchir à un traitement ou pas. La réponse, elle est dans la présentation clinique. Ce sont des patients qui arrivent avec des symptômes. En général, ce n'est pas une découverte systématique. Donc, c'est des patients, enfin, ceux que je vois en tout cas, qui ont des acouphènes pulsatiles invalidants, qui ont une paralysie faciale, qui ont une atteinte des nerfs mixtes. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser évoluer des symptômes affectant les nerfs crâniens. Et puis, quant à l'acouphène pulsatile, souvent quand les gens consultent tôt, c'est souvent des tumeurs qui sont abordables. Et c'est pour cette raison qu'on se pose la question, au moins de leur enlever ce symptôme qui est horrible. Il faut imaginer ce que c'est que d'avoir le cœur dans l'oreille. On en a déjà un là, mais un deuxième qui vous bat dans l'oreille en permanence, c'est insupportable. Il y a des gens qui se défenestreraient rien qu'à cause de ça. Donc si on peut au moins soulager cet aspect-là, même si on n'est pas complètement exhaustif, je pense qu'on est utile. Donc pour les paragangliomes vagos, mais pour les paragangliomes génétiques ou bien pour les paragangliomes du globus carotidien, où parfois c'est de l'autopalpation par exemple. Je crois que pour les paragangliomes cervicaux, on est tout à fait attentiste chaque fois qu'on a un risque de bilatéralité. Là, je crois moi je prends beaucoup de temps, et autant quand j'étais plus jeune, beaucoup plus chirurgicaux sur les cervicaux, autant maintenant on les regarde de plus en plus, comme les schwannomes cervicaux d'ailleurs. Toujours pas de questions? Je continue, moi j'en ai encore. Allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des stratégies thérapeutiques spécifiques, en particulier des drogues déméthylantes, de l'ADN? Alors, vous voulez peut-être répondre? Vous parlez de traitement ciblé Oui, lié à l'hyperméthylation de l'ADN, parce que finalement c'est un mécanisme qui est commun, qu'on va retrouver dans les mutations IDH, qu'on va retrouver dans tout un ensemble de pathologies un peu de façon transversale. Voilà. Maintenant, on a des études avec sunitype, mais la réponse du patient, ce n'est pas régulière. Il y a des patients qui répondent bien et il y a des patients qui ne répondent pas. Et on ne sait pas encore pourquoi c'est ça. Et il y a aussi des études avec everolimus. Ce sont des autres formes héréditaires de paragangliome liées à le route mTOR. Mais ça marche pas bien, pas encore. Alors, c'est l'enfance de traitement ciblé dans les paragangliomes, je pense. Les agents déméthylants, en fait, on est tenté par le déoxyglutárate, parce que ça marcherait bien. Dans les cellules in vitro mutées SDHB, ça donne une apoptose, donc ça c'est plutôt intéressant. On est en train de le faire chez les souris. On n'a pas encore osé se lancer chez les patients. Il y a une baisse de l'oxyglutate, de la phase topique. Je voudrais remercier le professeur Hansen d'avoir parlé en français quand même, hein, c'est important, et merci à lui. Il n'était pas volontaire initialement, mais on lui a imposé.